Bonjour tout le monde, c'est le chef. Il est votre mort, c'est à moi de faire la réclame. Oui, mais aujourd'hui tu vas être supervisé. Enfin, plus que d'habitude, quoi. Fais voir. Parce que les ventes de VPN ont explosé en France et que tu vas devoir expliquer pourquoi. Mais le but est de gagner de l'argent avec une sponsor NordVPN, pas de se faire démonétiser et passer la vidéo en plus de 18 ans. Donc je reste là pour veiller au grain. Ah d'accord, c'est à cause du bloquement tes sites de Ah bah yo, mais comment tu veux que je travaille si je peux même pas dire qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Ça, c'est ton problème. Je peux au moins le dire en alsacien? Ouais, mais attends, je désactive les sous-titres d'abord. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Hopla, Güte, mooie, rechtwegser, linkswegser, Ufwegser und Unterwegser. En hier jetzt lang snavel, wie eure expert, c'est? Oui, alors, va falloir trouver un compromis quand même, hein, parce que la personne comprend. Oui, mais moi je peux dire tout qu'est-ce que je veux. Ouais, mais non, va falloir l'expliquer en français, hein. NordVPN peut pas se contenter de la clientèle de ta région chelou, là. Ah bah en ce moment ça suffirait, Gel. Et Vriend, vos sites internet préférés, ils ont été bloqués en France la semaine dernière. Ça c'est Thomas. Depuis que je fais tes réclames pour NordVPN, il y a des gens dans les commentaires, ils me disent que ça sert à rien. Mais bizarrement, depuis quelques jours, on n'a même plus besoin de faire la réclame de NordVPN, Gel. Capitaine Xen. Ça veut dire quoi, ça? J'ai toujours pas remis les sous-titres. Ça veut dire capitaine gros C en alsacien. C'est peu le du calme. Le but, c'est pas non plus d'être un gros aigri, hein. Ah bah yo, mais c'est ça, mais rien dit. Mais à chaque fois que je mets le code dans les commentaires, il y a des gens qui disent que ça sert à rien d'aller regarder tes vidéos dans un autre pays avec NordVPN. Mais moi, je parie que ceux qui oseront encore le dire maintenant, ils l'écriront de la main cause. C'est peu le... Fausse, personne y comprendra pourquoi. Bah si, justement, et t'as toujours rien expliqué, hein. Oui, et bah il y a des gens que c'est tout le monde, et même le curé, et bah ils vont sur des sites, que c'est du coaching sportif pour faire du renforçage musculatoire. Mais juste pour le poignet. C'est peu le... Mais les gens, ils sont tristes parce que leur site de musculage poignétal préféré, ils sont bloqués en France à cause qu'ils veulent pas être obligés de demander ta carte crédit. En plus, si tu veux dépenser des sous pour ta musculation, moi je connais une madame C'est peu le... Non, ça c'est illégal. Quoi? Madame Smith de Basic Fit, elle va aller en prison? Non, ça va. Qui ça alors? Snut? C'est peu le, tu m'énerves. Donc c'était en train de dire, comme les gens ils peuvent pas se passer de leur séance de renforçage musculatoire, maintenant que les sites ils sont interdits, tout le monde il se rend compte que c'est quand même vastement pratique NordVPN. En plus, comme leurs serveurs ils sont rapides, c'est plus mieux pour les gros débits internet, comme quand tu regardes tes vidéos en full HD. Quel? Donc si tu veux continuer à entretenir ton poignet d'athlète, il faut que tu vas sur le lien qui est en description. Et heureusement qu'il n'y a pas ça aux Jeux Olympiques, hein, sinon tout le monde y serait sur le podium. C'est peu le... Stop. Et puis vous avez une réduction de 1000% si vous utilisez le code MIRSINFIX. Non, c'est pas vrai, c'est peu le putain. Vous utilisez le code AstronoGeek comme d'habitude, vous écoutez pas ce que l'autre andouille raconte, et vous essayez pas de traduire ça s'il vous plaît. Mais il y a des Alsaciens qui l'expliqueront aux Français de l'intérieur dans les commentaires. C'est peu le stop, je t'en supplie, on arrête, t'es en roue libre là. Et même que si t'es pas content, t'as 30 jours pour que NordVPN il te rembourse. Mais on sait très bien que tu vas pas arrêter de t'entraîner dans 30 jours. C'est peu le, je t'en supplie. Ok, d'accord. Bon, hopla, la réclame elle est finie. Fus. Et c'est peu le... Fais pas l'innocent, toi aussi tu les fréquentes ces sites, non? Ah, pas moi, c'est une copine, hein? Ah oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est elle qui y va pour qu'on a des idées. Tu connais la trottinette biélorusse? Je voulais te charrier, mais je regrette tellement ma question. Alors cris sont insupportables, hein. Moi je les laisse dans le pot. T'es bien dans ton pot? Oui. Ouais. Oui, sinon, pourquoi on est là? C'est parce que j'ai écrit des épisodes pour Arnaud. Et j'ai pas eu le choix, hein. Voilà. C'est à cause de ça. C'est lourd, hein. C'est cher. Donc c'était ça ou me vendre un, mais j'en ai déjà vendu, hein. Donc je comprends qu'on parle de toi aujourd'hui. Voilà.
Bien, comme vous le savez, le professeur Sébastien Canépé a été rendu indisponible parce qu'il a été mordu par une licorne gérontophile des Ardennes, pas faute de lui avoir dit. Du coup, c'est moi qui vais assurer l'intérim pour le cours de législation magique. Non, à la fin du cours, les questions. Ceci, en raison notamment des sortilèges impardonnables, est considéré par l'État français comme une arme de catégorie B. Ça signifie qu'il est absolument interdit de l'utiliser en dehors de l'enceinte de l'école, si vous voulez pas finir comme Kevin. Non, pas à Azkaban, à Fleury-Mérogis. En fait, Kevin, ça t'a plu les douches? J'aurais préféré les détraqueurs. Voilà. Donc... Quoi? Ici, c'est le cours de botanique de première année, monsieur. C'est pas la 404 ici? Putain, elle est vraiment dure à trouver celle-là. Bien. Bonjour tout le monde. Où est Nicolas? Il est à l'hôpital, monsieur. Et où est mon tableau? C'est pour ça qu'il est à l'hôpital, monsieur. Bon. Eh ben on va improviser. Te dégager s'il te plaît. Allez, fous le camp. Voilà. C'est pas si compliqué. Démarre Windows. Démarre Linux. Bien. Saviez-vous que la mandragore est l'ingrédient clé d'un filtre régénérateur guérissant les personnes pétrifiées? Ok, c'était une question con. Vous savez donc aussi que lorsque cette plante est jeune, sa racine ressemble à un bébé vert dont le cri vous met KO plusieurs heures durant. Comme les bébés humains. T'as redoublé combien de fois toi déjà? Bref. Vous connaissez donc la mandragore si vous avez vu ou lu Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et si c'est pas le cas, bah, ça sera votre devoir de ce soir. Mais les mandragores ne sortent pas de l'esprit de J.K. Rowling. Elles existent vraiment. On en dénombre d'ailleurs 3 espèces et on les connaît depuis très longtemps. Et voici donc Mandragora officinarum, la mandragore officinale. C'est celle qui est censée guérir des trucs. Elle est connue pour ses effets depuis l'Antiquité. Elle pousse autour du bassin méditerranéen et sent le soufre. Pas littéralement, hein, mais elle a une sale réputation. Comme vous en fait. J'ai entendu. 50 points pour Nintendo. Mais je suis pas de Nintendo, je suis de Gryffondor. C'est bien ce que je dis. Non, la mandragore a une mauvaise réputation parce qu'elle est considérée comme une plante magique. Et vous comprendrez mieux quand vous aurez vu sa racine. Mais il y a vraiment un bébé là-dessous? Tu vas voir. Bref, cette croyance en la magie de la plante est certainement bien plus ancienne que son nom. Mandragora vient du grec mandragoras, ça c'est une certitude. En revanche, l'étymologie de son nom grec est incertaine. Elle viendrait soit de l'assyrien Namtar-Ira, qui voudrait dire la drogue de Namta, Namta étant un démon dégueu provoquant des maladies, soit du sanskrit Mandros Agora, signifiant sommeil, substance. Alors j'aime bien la première explication, mais les deux versions sont crédibles. Et donc, pourquoi affirmer que la mandragore est magique? Une plante est magique si elle possède des pouvoirs, autres que celui de remplir le ventre. Parce que c'est généralement pour combler sa faim qu'on mange un truc qu'on ne connaît pas. Ce qui en règle générale est une mauvaise idée. Il n'y a qu'à voir comment se termine Into the Wild. Le premier humain à avoir goûté la mandragore a dû être drôlement surpris. Parce que toutes les parties de la plante sont toxiques.
Sa racine l'est particulièrement en raison de la présence d'alcaloïdes. C'est dommage parce que cette racine est la seule partie qui a l'air à peu près mangeable. Comme tout est une question de dosage, après bien des tests, des gens lui ont trouvé des propriétés analgésiques, anesthésiques, aphrodisiaques et hallucinogènes. De super pouvoirs donc. De nombreuses recettes du 9e au 16e siècle incluent la mandragore. Par exemple, pour réaliser une éponge soporifique utilisée lors d'opérations chirurgicales ou dans un baume contre les rhumatismes. Cette plante apparaît pour la première fois de manière sourcée dans l'art égyptien antique. Réputés aphrodisiaques, ces fruits sont représentés sous forme de perles de collier, mais aussi sur les fresques des tombes de Thèbes ou encore sur un coffret de la tombe de Toutankhamon. La propriété narcotique de la plante est rapportée dans la légende de Sekhmet. La déesse à tête de lionne exterminait les hommes. Alors, craignant la disparition totale de l'humanité, d'autres dieux font répandre de la bière teintée de rouge et mélangée à de la mandragore. La déesse se régale de ce sang et s'endort, mettant fin au carnage. Et ces écrits datent de 1500 à 1000 ans avant notre ère. Selon la légende, Hannibal Barca, célèbre stratège du IIe siècle avant Jean-Claude, aurait utilisé la toxicité de la mandragore lors d'une bataille africaine. Feignant de s'enfuir, il aurait laissé derrière lui des jarres de vin que ses ennemis s'approprièrent. Or, il aurait fait infuser des racines de mandragore dans celles-ci. Les mutins furent pris d'intenses hallucinations et le chef de guerre carthaginois eut alors peu de mal à leur ôter la vie. Et donc, comme cette plante est considérée comme magique, des petits malins se sont dit que ça serait trop simple de les sortir simplement de terre à coups de bêche. La magie, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, ça se partage pas. Enfin, pas trop. Faut être initié. Entre le 4e et le 3e siècle avant Jean-Charles, le grec Théophraste publie son Histoire des plantes. Et selon ce botaniste, avant de cueillir la mandragore, il faudrait tracer 3 cercles autour de la plante avec une épée et regarder vers l'ouest. Pourquoi? Ta gueule, c'est magique. En tout cas, on ignore si Théophraste a tout inventé ou si un pote rebouteux lui a refilé le tuyau. Ces conseils seront néanmoins repris dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien, un chevalier romain né en 27 après Jean-Christian. Son encyclopédie a longtemps été la référence dans les domaines scientifiques et techniques. Et longtemps, ça veut dire vraiment très longtemps. Jusqu'au XVIIe siècle. Dans la Bible, 2 passages se réfèrent vraisemblablement à la mandragore en abordant l'aspect aide à la conception. Et je parle bien de la vertu aphrodisiaque de la plante. Être cité dans la Bible, c'est une sacrément bonne publicité dans le monde chrétien, ce qui explique un paradoxe. En effet, la mandragore ne pousse pas là où on en parle le plus dans la littérature, que ce soit en Allemagne, en France ou en Angleterre. On pouvait néanmoins se procurer de la mandragore en alignant ses pièces d'or. Mais avec tout ça, me direz-vous, on est toujours loin du bébé braillard tout vert. Oui, mais on se rapproche. Dans La guerre des Juifs de Flavius Joseph, publié dans la seconde moitié du 1er siècle, un nouvel élément de fantastique est relaté. L'auteur évoque une plante nommée Baharas, d'après la vallée où elle pousse. Et certains auteurs pensent qu'il s'agit de la mandragore. Il est vrai que sa description ne laisse que peu de doutes. Cette plante brille la nuit et se sauve quand on tente de la prendre. Il faut lui attacher un chien pour la récolter. On l'appelle pour qu'il court vers le cueilleur, arrachant la plante du sol au passage. Et l'animal meurt dans la manœuvre. Flavius a peut-être testé la mandragore. On ne sait pas. Mais c'est un peu comme s'il avait écrit « Lâchez-vous les gars » pour les siècles à venir. Vous allez voir. L'herbarius du pseudo-apulé, un collectif d'auteurs dirait-on aujourd'hui, a beaucoup aimé cette histoire de chien. L'animal meurt à la place du cueilleur. C'est bien mieux. Mais l'herbier propose quand même un dispositif où une perche fait tout le travail pour ceux désireux d'épargner leur chien. On n'est pas des monstres. Hein. Mais bon, tout de suite, sans sacrifice, c'est moins classe. Dans l'herbarius, la mandragore est représentée dans une enluminure avec une forme plus ou moins anthropomorphe. Vaguement humaine donc. Cet herbier a été compilé au IVe siècle, enrichi entre le 5e et le 7e et recopié durant tout le Moyen-Âge. C'est dire son influence.
Dans le codex d'Anicia Juliana, réalisé au début du VIe siècle à Constantinople, une planche montre la déesse Eurésis qui tend une mandragore tout à fait anthropomorphe alors qu'un chien mal en point se tient à ses pieds. Sur une seconde planche, le peintre Cratéuas dessine une mandragore tenue par une femme. C'est encore mieux que le cours du professeur Rock dans les loups-garous. Cette mandragore est un homoncule. Et je vire des points au premier qui l'ouvre. Ce n'est ni une insulte, ni une expression de surprise, mais le nom donné à ce petit être à la forme franchement humanoïde. Et c'est ainsi que la légende de la mandragore s'enrichit, comme si personne n'avait jamais vraiment vu cette plante. Ce n'est pourtant pas le cas. Dans le livre De Materia Medica de Dioscoride, qui date du 1er siècle après Julien Charles, on trouve déjà une illustration vraisemblable de la mandragore. On en retrouve aussi dans les manuscrits de l'école de Salerne, une célèbre école moldue ouverte du 9e au 12e siècle. Cette école était située dans le sud de l'Italie, là où des mandragores poussaient. Mais l'existence de ces illustrations botaniques n'a gêné personne pour continuer à enjoliver la légende. Dans le bestiaire de Philippe de Taon, moine et poète du début du XIIe siècle, ainsi que dans le bestiaire du trouvère Guillaume de Clercq de Normandie au siècle suivant, est introduit le cri qui tue. C'est peut-être pour trouver une justification à la mort du chien. Désormais, les personnages qui récoltent la mandragore se bouchent les oreilles ou sonnent du corps pour couvrir le cri de la plante. Mais c'est toujours le chien qui l'arrache. Les petits sacrifices ont toujours la cote, hein. Ça, t'as qu'on n'est pas directement concerné. Le Gart der Gesundheit est édité à la fin du XVe siècle par Johannes von Kuba. C'est un Allemand, pas un Cubain. La mandragore y est représentée dans sa déclinaison femme et homme. Bah oui, hein, tant qu'à faire, si c'est humanoïde, autant en faire un petit couple. Le Gart der Gesundheit présente donc de petits humains tout nus. Enfin, presque complètement humains, hein, parce qu'il y a de la verdure qui leur sort de la tête. Et à savoir, 2 fruits et 3 feuilles pour le mâle, et 3 fruits et 2 feuilles pour la femelle. Bon, on ne sait pas comment a eu lieu la distribution, hein, sûrement un tirage au sort. Ok, donc la mandragore est une plante magique, mais ça ressemble à une blague qu'on se passerait de siècle en siècle. L'auteur allemand a pourtant effectué un voyage en Terre Sainte où pousse la mandragore. Sauf si en fait c'est pas une erreur de sa part, le gars aura testé la mandragore et dessiné ces 2 presque humains dans la foulée. Bon, mais que fait la science? Eh bien, elle se tâte. La première édition de l'Herbarum Vive Econes de Otto Brunfels vers 1530 ne fait pas mention de la mandragore. Logique, puisque l'herbier ne s'intéresse qu'aux plantes germaniques. Oui, mais il manquait à ce livre le petit truc un peu putaclic de l'époque. La mandragore fait donc son retour dans la 2e édition, juste sur la page de titre, en s'inspirant du livre de notre faux cubain. Leonhard Fuchs présente en 1542 dans son De Historia Stirpium une mandragore dont la racine évoque une paire de jambes enlacées. Sacré Leonhard, il n'a pas pu se retenir. Hein. Pourtant, les naturalistes contestent les rites d'arrachage, la forme humaine ou son caractère magique. Certains expliquent même comment fabriquer des contrefaçons. La science triomphe. Doucement. N'est-ce pas, Denis Dodart? Un nombril, des cuisses, un sexe féminin. C'est pas un peu trop anthropomorphique, ça? T'es quand même du XVIIe siècle, non? À la même époque, des illustrations font pousser les mandragores au pied des gibets. Pourquoi? Parce que la mandragore naîtrait de la semence des pendus. Bon, je vois pas comment un pauvre spermatozoïde exposé en plein air pourrait parvenir à ses fins. Mais n'oubliez jamais... Ta gueule, c'est magique? 50 points pour Nintendo. Mais je suis pas Nintendo. Ah oui, mais c'est comme ça. Il est vrai que la pendaison peut provoquer une érection post-mortem avec des écoulements d'urine et de liquide prostatique. Donc pas de spermatozoïdes et pas de fécondation. Mais ta gueule, c'est magique. Néanmoins, il reste une vraie question. Pourquoi tous ces types ne portent pas de slip? Bah oui, parce que s'ils en avaient un, ils fertiliseraient pas le sol. Ah, la légende indique aussi que la fertilisation marcherait avec des hommes roués sur la roue. Mais pas avec les femmes. Ce qui n'est pas une grande consolation quand on se fait torturer. Oui, parce que l'expression rouée de coups, ça vient de l'outil de torture du même nom, mais
Vous verrez ça au prochain trimestre en cours de torture. Laurent Cattelan, apothicaire français, explique au milieu du XVIIIe siècle que la terre des gibets et des cimetières devient grasse et onctueuse, ce qui permet à la mandragore de se développer. Je ne sais pas comment il a vérifié ça et je préfère pas le savoir. Ce pharmacien, avant l'heure, écrit dans son ouvrage qu'il y a en fait deux sortes de mandragore. La mandragore botanique et la mandragore mythique, la version magique. Et cette précision, bien commode pour ses affaires d'apothicaire, explique comment le mythe de la mandragore a prospéré dans des régions où la mandragore botanique ne pousse pas. Ouais, tout est logique. D'ailleurs, l'époque moderne qui court de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française est celle de la chasse aux sorcières. Avec ses propriétés toxiques, hallucinogènes et aphrodisiaques, la mandragore est l'ingrédient parfait pour des potions magiques. De fait, le commerce ou la détention de mandragore, qu'elle soit vraie ou fausse, peut mener à un grand barbecue. Avec la sorcière dessus. Dans les comptes rendus des procès pour sorcellerie, on retrouve la mandragore parmi les ingrédients des onguents et boissons utilisés pour les voyages au sabbat. Alors attention, ce qui suit n'a rien à voir avec Harry Potter, donc éloignez les enfants. Pour voyager sur un balai, un onguent à base de substances psychoactives comme celle de la mandragore était appliqué sur la peau. Il a été suggéré que l'onguent aurait été plus efficace introduit dans le vagin. Par exemple, avec un manche à balai ouin. Alors inutile d'essayer, hein, quoi qu'il en soit, les participantes ne volaient pas réellement. Mais elles pouvaient avoir la sensation de planer, voire de s'accoupler avec le diable, qui pour le coup avait un zizi tout dur, mais froid. Ce qui est cohérent avec les témoignages de sorcières. Selon certains rites, les racines de mandragore devenaient magiques après lavage, macération et maturation en linceul. Elles étaient très prisées car elles étaient censées procurer la richesse, découvrir des trésors cachés ou augmenter les pouvoirs de leurs détenteurs. On les installait dans de petites boîtes revêtues de tissus précieux. On leur donnait même à manger et à boire. Mais je parie qu'elles n'avaient pas un gros appétit. Plusieurs souverains de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance en possédaient. Charles Quint, Philippe le Bon, Rodolphe II de Habsbourg. Pendant son procès, les Anglais accusèrent même Jeanne d'Arc d'en posséder une cachée sous son armure pour attirer la victoire et ensorceler ses ennemis. Comme ces mandragores mythologiques étaient extrêmement chères, d'ingénieux petits entrepreneurs créèrent des contrefaçons, à partir de racines ou de bois remodelés avec de la terre. À l'aide de ficelles, certains donnaient une forme à une racine de brionne ou de roseau verte, puis semaient des graines de millet ou d'orge sur la future tête, avant de planter le tout dans du sable. Après une vingtaine de jours, les faussaires déterraient la racine et taillaient les radicelles de céréales de façon à simuler des cheveux et une barbe. Chacun sa recette. La mandragore réinvestit enfin la botanique au XVIIIe siècle, sous sa véritable forme. Assez de fantaisie dans les sciences. Il y a quand même un petit bout, non? Mais dans les lettres, c'est autre chose. Les écrivains romantiques s'en donnent à cœur joie. Ils écrivent des mandragores qui chantent ou qui apportent tout ce que l'on désire à condition de s'en débarrasser avant sa mort, sous peine d'être embarqué par le diable. La mandragore naît aussi des larmes d'un père exécuté ou connaît une incarnation humaine grâce à Hans-Heinz Evers. L'auteur allemand imagine dans Alrone une mandragore de chair, une jeune fille née de l'insémination artificielle d'une prostituée sexuellement insatiable avec le sperme d'un homme guillotiné. On est en 1911. Ah, c'est romantique. Ce roman connaîtra même plusieurs adaptations au cinéma, d'abord muet, puis parlant. Bien avant Harry Potter, donc. Elle apparaît aussi dans Le Labyrinthe de Pan, les jeux vidéo Alrone, le manga Flying Witch, ou encore chez Lego. Contrairement à la mandragore botanique, trop cueillie, la mandragore mythique n'est donc pas près de disparaître. Oui. C'est vachement théorique pour un cours de botanique. Tout vient à point, à qui sait attendre. Voici donc Mandragora officinarum. À part un ou deux éventuels petits vénards, si vous êtes en France, vous n'en trouverez pas par hasard parmi les mauvaises herbes. C'est une herbe assez vivace du pourtour méditerranéen. Et encore, elle est devenue assez rare, même dans son aire d'origine. Elle est d'allure assez banale, quasiment sans tige, avec des feuilles pouvant atteindre les 45 cm.
Celle-ci n'a pas fait de fleurs cette année, mais quand elle en fait, c'est en février ou en mars, et ce sont de petites corolles de 1 à 6 cm, de couleur bleue ou pourpre. Ensuite, les fleurs donnent de petites baies très parfumées qui deviennent jaunes à maturité et qui mesurent entre 3 et 5 cm. Dedans, vous pourrez trouver des graines de 3 à 6 mm, brun clair et en forme de haricot. Ensuite, vers la mi-juin, les feuilles jaunissent et tombent. Elle va ainsi rester en sommeil durant tout l'été, avant que les pluies automnales ne la réveillent et déclenchent la pousse de nouvelles feuilles durant l'hiver. Pour se développer, la mandragore préfère un endroit ombragé, avec un sol riche, profond et sans pierre, et vous allez voir pourquoi. Ce spécimen, je l'ai fraîchement sorti de terre. Pour déraciner une mandragore, le coup du chien, en fait, ça va pas marcher. Pas plus que de tirer dessus comme un zouave comme dans le film, hein, parce qu'au bout de plusieurs années, sa racine peut atteindre presque 1 mètre et plusieurs kilos. Donc vous allez juste lui arracher les feuilles. Non, vous l'extrayez avec la terre qui l'entoure, puis vous la rincez abondamment à l'eau pour préserver ses radicelles. Mais de toute façon, le faites pas, à moins de vouloir la déplacer, et si vous la déplacez, vous n'avez pas besoin d'exposer sa racine. Donc, vous le faites pas. À moins, évidemment, de vouloir constater par vous-même son aspect anthropomorphe. Mais déplacer une plante, c'est toujours traumatique pour elle, donc si vous avez une mandragore chez vous, laissez-la tranquillement où elle est, sinon vous allez juste la tuer. Mais on peut en avoir une chez nous? Si tu as un jardin, ouais. Parce que c'est une plante qui a besoin d'être en pleine terre. Elle s'accommode au climat français, mais il faut pas la foutre en plein soleil. Elle a besoin d'un endroit frais, sans être trop humide, et en hiver, vaut mieux la protéger avec un tapis de feuilles. Mais ça se trouve où, si ça pousse pas en France? Celle-ci vient du Conservatoire des collections végétales spécialisées. D'ailleurs, je remercie Yves de m'avoir trouvé ce spécimen avec des jambes. C'est pas un placement de produit, hein. Je l'ai contacté, j'ai acheté ce plan et je lui ai juste demandé de m'en trouver un beau pour la vidéo. Qu'on se le dise, si vous espérez un bébé géniard comme dans le film, c'est mort, hein. Pour voir un être humain là-dessous, il faut un minimum d'imagination. En général, il y a un tronc et des jambes, mais pas le reste. De la même manière, vous pouvez acheter des plants assez jeunes à bon prix, mais si vous voulez un spécimen anthropomorphe, rien que pour un truc comme ça, vous allez douiller sévère parce que ça met du temps à pousser et c'est très recherché par les wiccans et autres adeptes de trucs occultes. Et surtout, faites gaffe si vous voulez foutre ça dans votre jardin parce que je vous rappelle que c'est toxique. En soi, c'est pas dangereux d'avoir ça au milieu des fleurs, hein, mais si vous avez un gosse ou un animal de compagnie susceptible d'aller la mâchouiller, au mieux, il verra des éléphants roses et au pire, ça va l'envoyer à l'hosto, voire à la morgue. Je rappelle que la plante donne des fruits, donc ça peut aussi bien intéresser un môme qu'un chien. Mais bon, en dehors de cet aléa somme toute bien spécifique, on est d'accord que pour tout Potterhead qui se respecte, une vraie mandragore dans le jardin, ça envoie du pâté. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous vous rappelez quand Severus Rogue fout la honte à Harry Potter dans le premier tome en lui demandant la différence entre le Napel et le Tulou? La semaine prochaine, on verra que c'est l'aconite et que c'est une vraie plante européenne qui peut vous tuer si vous la touchez. Allez, fin du cours, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à vous.